IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec Joël Ménard, ancien directeur de la revue d'ufologie Lumière au pluriel dans La Nuit, une revue qui traite du phénomène OVNI et auteur de Man in Black, l'étrange affaire des hommes en noir et des ovnis. On va plutôt parler aujourd'hui du livre de Bob Pratt qui s'appelle OVNI, danger, appel à la vigilance, rencontre mortelle au Brésil et ailleurs, dont il est le préfacier avec Jacques Vallée. On l'accueille tout de suite. Joël Ménard, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, qu'est devenue cette revue déjà d'ufologie Lumière dans la nuit? Je pense que tu as passé la main, hein, tu en avais un peu assez. Oui, j'ai transmis Lumière dans la nuit à Sylvie et Laurent Boulanger, qui continuent le travail. Si on veut les contacter, et on aurait bien raison de les contacter, parce que la vocation de Lumière dans la nuit, c'est d'informer les gens sur le phénomène OVNI. On n'y raconte pas de bobards, on brode pas, on n'essaie pas de présenter les choses comme plus grosses ou plus petites qu'elles sont. On essaie de voir ce qui se passe. Alors, si des gens veulent contacter Sylvie et Laurent Boulanger, voilà leur adresse, 2395 route de Châtenay. 2395, attends, elle est longue cette route, hein? Non, elle est pas longue. Non. Il y a des situations comme ça dans le Midi aussi. Il y a des pays où les routes, les maisons sont numérotées. Non pas en fonction du nombre de maisons, mais en comptant les mètres à partir d'un certain endroit. D'accord. Donc là, on doit se trouver à 2 km et des poussières, 2 km 395. De Châtenay. Oui, ou plutôt de Sainte-Croix, parce que la route, ça s'appelle la route de Châtenay. Châtenay. Oui. Et le code postal, c'est 71 470 Sainte-Croix. En fait, je crois que c'est Sainte-Croix en Bresse. Mais Sylvie et Laurent ont l'habitude de raccourcir et ils disent Sainte-Croix toute seule. Donc 2395, route de Châtenay à 71 470 Sainte-Croix. Voilà, alors ils continuent, ils ont déjà sorti 6 numéros. Tu l'avais gardé combien de temps, toi? Oh là là, plus de 26 ans, 26 ans et 3 mois. Ouais. Et bon, c'était pas de tourpeau, parce que j'étais tout seul, enfin, à moitié tout seul, puisqu'il y avait des tas de gens qui m'étaient plus qu'utiles, indispensables, mais à distance. Mais sur place, j'étais tout seul pour faire absolument tout sauf l'imprimerie. Et c'était vraiment beaucoup de travail. C'était très compliqué. Au bout de 26 ans, je n'en pouvais plus. Alors, comment tu t'es retrouvé préfacier du livre de Bob Pratt? Bob Pratt qui, lui, nous a quittés en 2005, 1926-2005. C'est une catastrophe. Hein. La perte de Bob Pratt, c'était un type vraiment estimable. Alors, comment ça s'est passé? Il y avait un abonné de Lumière dans la nuit. On dit LDLN, hein, je raccourcis. Il y avait un abonné de LDLN qui s'appelait Renaud Joseph et qui m'a contacté un jour, il y a 7, 8, 9 ans peut-être, en me disant, en me parlant de choses et d'autres, et il m'a dit que lui, il adorait traduire les bouquins en anglais, et qu'il avait commencé à traduire le livre de Bob Pratt, UFO Danger Zone, parce que j'avais parlé de ce livre de Bob Pratt dans plusieurs numéros de
LDLN. Ça m'avait terriblement secoué quand j'avais lu ce livre-là. Je pense qu'on va en reparler ce soir. Et Renaud Joseph s'était procuré le livre de Bob Pratt et il avait commencé à le traduire. Et il m'a demandé si je connaissais pas un éditeur. Alors, je lui ai indiqué plusieurs pistes. Et puis finalement, il a fait affaire avec les éditions Trajectoire. Voilà comment ça s'est passé. Alors, il y a une préface de Jacques Vallée aussi. Et il y a donc Jacques Vallée, lui, était allé en Amazonie. Donc, il avait fait un travail là-bas dans sa préface. Il dit que le travail qu'il a fait, lui, n'est rien par rapport au travail de Bob Pratt. Mais dans ta préface, à toi, ce que tu dis dans ta préface, c'est que trop souvent, on pense que les ovnis c'est gentil. Trop souvent, les personnes qui s'intéressent en toute bonne foi au phénomène ovni ont tendance à croire qu'il représente un espoir pour l'humanité. C'est une possibilité qu'on peut effectivement envisager, qu'il est même naturel et logique d'espérer, mais il serait imprudent d'en faire une certitude, car bien peu d'éléments concrets rendent cette perspective vraisemblable. C'est pourquoi le livre de Bob Pratt est précieux, mais il nous révèle un aspect du phénomène ovni qui n'est certainement pas réjouissant. C'est vrai que j'ai fait quelques émissions sur cette émission avec nos frères extraterrestres qui sont là pour nous tendre la main et nous aider. C'est pas trop le cas de ce livre. Hein. Non. Moi, quand j'ai lu le livre de Bob Pratt, ça m'a fait un choc. Avant ça, j'avais lu le livre de Jacques Vallée. Jacques Vallée a publié une trilogie de livres ufologiques. Il en a publié d'autres, bien sûr. Mais dans les années 80, il a publié successivement 3 livres chez un éditeur qui s'appelait Robert Laffont, qui s'appelait Confrontation, Autre Dimension et Révélation. Je suis sûr que Révélation est le dernier des 3. Je suis pas très certain de l'ordre des 2 premiers, Confrontation et Autre Dimension. Mais ça doit être dans Confrontation que j'avais lu son compte-rendu de son voyage au Brésil où il avait rencontré des gens qui avaient été victimes de rencontres avec des ovnis. Alors c'était assez étonnant parce que moi à l'époque j'étais un petit peu habitué à l'ufologie française et ici en France les ovnis sont rarement très méchants. Je vous ai fait une petite liste là de cas dans lesquels les gens ont souffert d'une rencontre. Tu dis qu'il y en a 10 en France. Ah ben j'en ai trouvé 11 ce soir. D'accord. Bon, enfin, on peut discuter sur le nombre parce qu'il y a des cas avec des effets relativement bénins. Par exemple, des douleurs oculaires, mais bon, quand les douleurs oculaires durent 24 heures, bon, c'est pas terrible. Est-ce qu'il faut comptabiliser un cas comme ça ou pas ? C'est une question de choix personnel. Là, j'ai révisé un tout petit peu. J'en ai trouvé 11. On pourrait en aligner davantage. En tout cas, bon, dans ce livre qui s'appelait Confrontation au pluriel, chez Robert Laffont, j'ignore si on peut encore se procurer un livre qui date du milieu des années 80, sans doute. Peut-être en occasion. Oui, peut-être en occasion, mais il doit être difficile de le trouver neuf. Alors, il racontait qu'il était allé là-bas. Alors là-bas, c'est dans le nord-ouest brésilien. Grosso modo, c'est pas loin de l'embouchure de l'Amazone. Et il avait rencontré un certain nombre de personnes qui avaient été blessées, brûlées,
agressés, amoindris par des rencontres avec les ovnis. Et quand on lisait ça, on voyait que c'était du sérieux. D'abord, il y avait quelques photos des victimes, si je me souviens bien. Et puis, de toute façon, ce que dit Vallée, on peut le prendre au sérieux. Donc, c'était assez inquiétant. Et tout ça, c'était, je me souviens pas exactement de la date, mais... 1984, le livre. 84, voilà, c'est ça. Hein. Ben, maintenant, on est en 2016. Ça doit faire 32 ans. Le message n'est toujours pas passé. Qui sait ça? Qui sait que des ovnis ont fait très très mal à des gens dans le nord-est du Brésil et aussi ailleurs? Les cas brésiliens, alors, il faut savoir qu'ils sont très ramassés dans le temps. C'est grosso modo les années 70. Avec des moments où ils sont restés 1 an sur le même village, quand même. Ah là là, oui. Alors après ça, il y a Bob Pratt qui est allé là-bas et qui a fait grosso modo ce qu'avait fait Vallée, mais en restant plus longtemps et en approfondissant la situation. Et l'exposé de ces découvertes là-bas, près de l'embouchure de l'Amazone, c'était quelque chose de vraiment terrifiant. Dans ce livre, il y avait, et bon, tout le monde peut les voir dans la traduction française, des photos des gens qui avaient subi ces attaques. Et vraiment, c'était pas gai. Et il était évident, enfin pour moi c'était évident parce que je savais qui était Bob Pratt, mais je pense que ça l'aurait été aussi pour des gens qui ne l'auraient pas connu. Il était évident que c'était pas de la blague. Il y avait réellement eu un grand nombre de cas dans lesquels les gens s'étaient fait massacrer, on peut dire, le mot est pas trop fort, par des rencontres avec des ovnis. Ils en sortent pas complètement indemnes. Alors, des milliers agressés, on sait le nombre exact. Depuis 1970 et probablement avant, il est écrit dans le livre. Donc, Bob Pratt a voyagé là-bas. Il y est allé en 78, il y est allé en 79, il y est allé en 80, même un peu plus tard. Et il précise aussi, c'est très important, que l'électricité n'est arrivée dans ces petits villages qu'en 1989. Ça, c'est important de le préciser parce que ça veut dire que c'était quand même des gens qui vivaient un peu dans un autre monde. Hein. Ah oui, il faut parler de ça, des conditions de vie là-bas à l'époque. Et j'ai bien peur que ça se soit pas beaucoup amélioré depuis. C'est une région très pauvre, le nord-est du Brésil. Pour survivre, là-bas, les gens surtout les hommes, ont l'habitude de sortir la nuit pour aller à la pêche ou à la chasse. Et beaucoup de ces incidents ont frappé des gens, enfin essentiellement des hommes, principalement des hommes, principalement. Il y a aussi des femmes, hein, qui étaient de nuit en train d'essayer de tuer des animaux dans la forêt ou de pêcher du poisson en utilisant des lampes. Et ils voyaient arriver une lumière dans le ciel. Et puis, bien souvent, ça se rapprochait terriblement. Et quand ça leur tombait dessus, c'était très grave. Tout ça est raconté dans le livre. Il y a même des phénomènes d'abduction. Tu peux rappeler ce que c'est qu'une abduction ? Oui, ce qu'on appelle une abduction, alors, à l'origine, c'est-à-dire il y a une grosse trentaine d'années, ce qu'on appelait abduction, c'était le fait d'être capturé par des petits personnages et emmené à bord d'un ovni.
monde de l'ufologie a découvert les récits de ce type dans les années 80, avec quand même des prémices. Il y a l'affaire des époux Hill qui remonte à septembre 61 et qui a été révélée en France quelques années plus tard. C'était ça qu'on appelait une abduction à l'époque. C'était un témoignage OVNI dans lequel le témoin, le ou les témoins, en général il y en a plutôt un seul, le plus souvent, est emmené à bord d'un OVNI. Bon, le sens du mot a un petit peu évolué au fil des ans. J'ai peut-être un petit peu contribué. Un jour, j'ai décidé d'appeler abduction non pas les cas dans lesquels la personne est emmenée dans un OVNI, mais les cas plus généralement dans lesquels la personne perd complètement le contrôle de la situation et c'est pas du tout ce qui lui arrive et se fait endormir, engourdir, enlever, manipuler par quelque chose d'incompréhensible. Alors, si vous, en présence d'un OVNI, si vous perdez le contrôle de la situation et qu'il vous arrive des choses très très bizarres, le fait que vous ayez été emmené à l'intérieur de l'objet ou bien que ça se soit passé au pied de l'objet, à mon avis, ça ne change pas grand-chose à la situation. Donc, disons que maintenant, on appelle abduction les observations d'OVNI dans lesquelles le témoin perd complètement le contrôle de la situation. Alors, ce sont des phénomènes extrêmement complexes. Certains sont enlevés à plusieurs reprises. Ça semble aussi étonnant qu'ils soient enlevés à plusieurs reprises. Cela se passe la nuit. Il n'y a pas de cas à part le cas en toute fin de livre. Donc j'aimerais bien dont on parle là, sur. On en reparlera où ils ont trouvé des extraterrestres, soi-disant. Il y aurait 2 petits extraterrestres qui auraient été récupérés en plein jour. Mais bon, en général, ça se passe pas dans le jour. Ça se passe que la nuit. On est d'accord, Joël? Alors, tu me poses une colle. En général, ça ne se passe que la nuit oui, ou avant l'aube ou au crépuscule, mais pas dans la journée. Je suis pas tout à fait certain de ça. Non, il y a quand même des cas le jour. Si tu veux, tiens, il y a un exemple qui me vient, que je peux te citer si tu veux. Oui, vas-y. Ça s'est passé, c'est un des 11 cas que j'ai listés tout à l'heure. En France. Ça s'est passé en France. Alors, ça s'est passé dans un petit village dont on m'a demandé de ne pas dire le nom, pour la raison suivante. La victime, à l'époque, ça s'est produit le 29 mars 78. La victime était un jeune homme de 15 ans. Les parents du jeune homme ont vraiment insisté auprès des enquêteurs locaux, dont mon ami Jean-Marie Bigorne, pour que le nom de leur fils ne soit pas révélé. Et comme ils avaient peur que leur fils soit embêté par des gens qui cherchaient à se renseigner, tout simplement, pour une raison ou pour une autre, ils ont même demandé qu'on ne révèle pas le nom de la commune. Mais c'est dans le Cambrésis. D'ailleurs, le nom de la commune, c'est quelque chose en Cambrésis. Alors, ça s'est passé en plein jour. Le jeune homme en question, dont je ne dois pas dire le nom, faisait du football. Et ce jour-là, il devait prendre le car en début d'après-midi, si je me souviens bien, pour aller à Cambrai
Déjà, on se rapproche. Hein. Pardon ? Déjà, on se rapproche sur la localisation de la France. Donc, il devait prendre le car. Ah oui, non, mais c'est pas un secret. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas un secret, on m'a demandé de pas le dire. Bon, si je le disais, ça n'aurait très probablement aucune conséquence fâcheuse pour personne. Ces gens-là ont déménagé. Il a 53 ans maintenant, le jeune homme de 16 ans à l'époque. 53 ans, il a été contacté par des ufologues du nord de la France, et plus particulièrement Jean-Marie Bigorne, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années peut-être. Et il veut plus entendre parler de ça. Il n'a pas envie de discuter de ça. Bon, il y a des témoins, des victimes qui réagissent comme ça. Hein. De toute façon, donc il veut prendre le car. Oui. Alors, il veut prendre le car, mais il est en retard. Alors, il se dépêche, il met ses affaires dans un sac, et puis il a peur de rater le car. Alors, il s'en va précipitamment, et sa sœur, voyant qu'il part en courant et qu'il risque de rater le car, se dit je vais le rattraper avec mon vélo et je vais l'emmener à l'arrêt du car sur le cadre de mon vélo. Ça lui fera peut-être gagner quelques minutes. Ouais, quelques minutes. Bon, donc elle part à la poursuite de son frère qui venait de partir. Et à la sortie de ce village, elle se trouve sur un tronçon de route où elle a je ne sais pas si c'est sur sa droite ou sur sa gauche, peu importe, un talus. Dans le haut du talus, il y a une clôture et puis il y a des champs derrière. Mais sur le talus lui-même, il y a un arbre qui est peut-être un chêne, il me semble. Et au moment où elle arrive à cet endroit-là, elle trouve son frère inanimé sur le bas-côté de la route, à moitié déshabillé. Il a plus qu'une chaussure, et puis il est pas nu, mais presque. Et il est dans un état lamentable. Il répond pas tout de suite, il est quasiment inconscient, et il vomit une matière qui est noire. Alors évidemment, la jeune fille s'inquiète énormément, elle alerte les secours, et on emmène le jeune homme à l'hôpital, je crois que c'est l'hôpital de Cambrai, et là, un médecin l'examine, et le gars commence à parler, à bredouiller. Il parle de petits bonshommes à grosse tête qui sont arrivés dans un œuf, dans une machine en forme d'œuf, qui lui ont sauté dessus et qui lui ont cassé la figure, quoi, pratiquement, on peut dire, hein, parce qu'il est bien amoché. Alors, le médecin note sur le dossier médical délire. Ah oui. Alors, il a immédiatement interprété ce que disait le jeune homme comme étant un délire. S'il était allé sur les lieux, il aurait peut-être eu une opinion un peu moins tranchée. Parce que là où la sœur avait retrouvé son frère, il y avait des empreintes très nettes constituées par un écrasement de l'herbe du talus. Il y avait des empreintes dans le talus, des empreintes très précises, à bord assez nettes. Il y avait une zone qui s'étendait en hauteur sur la ligne de plus grande pente du talus, plus des empreintes qui étaient un petit peu comme
des rectangles à coins arrondis, où l'herbe était aplatie. Bon, alors, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas un problème de déontologie médicale? J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Mais le médecin a noté que son client délirait. Est-ce qu'il a eu des séquelles après? Des séquelles? Je crois qu'il a récupéré. Il a quand même fait un séjour à l'hôpital de plusieurs jours. Hein. Je me demande si c'est pas une semaine d'ailleurs. Et puis après, il a récupéré, oui. Alors c'est sympa parce que ce que tu nous racontes n'est pas dans le livre OVNI Danger, appel à la vigilance de Bob Pratt. Il n'y a pas de cas français. Non, Bob Pratt connaissait pas ce cas-là. Non, mais c'est sympa, justement, on a un cas français. Alors c'est vrai que Bob Pratt dit qu'il y a toujours des problèmes de nausées, des problèmes de diarrhée, des problèmes de migraine. Souvent, ils ont des piqûres, ils ont des symptômes qui peuvent perdurer dans le temps. Il y a des brûlures aussi. Il y a des sensations de froid ou de chaleur intense, c'est-à-dire que bon, lui, s'il a vomi, ce jeune homme, il y a quand même un des symptômes qui sont analysés dans le livre de Bob Pratt. Et ça ressemble à un autre cas qui s'est produit au début de l'été 97 à Biville-sur-Mer. Mais comme tu parlais des symptômes, enfin de ce que ressentent les victimes, j'ai retrouvé tout à l'heure un tableau que j'ai fait il y a une vingtaine d'années avec le détail des malheurs infligés aux victimes. Bon, si je le trouve pas... Eh ben, cherche-le pendant qu'on fait la pause musicale, d'accord? Ah, d'accord. Une ou 2 minutes de pause, ça te va? Oui. Allez, c'est parti. À tout de suite, Joël. À tout de suite. Au-delà du miroir, deuxième partie. Imaginez-vous que vous marchiez sur une colline ou que vous pêchiez dans l'obscurité de la nuit. Brusquement, sans aucun signe avant-coureur, une lumière puissante tourne au-dessus de vous dans un silence menaçant, éclairant tout ce qui vous entoure dans un vaste périmètre, rendant l'environnement aussi clair qu'en plein jour. C'est terrifiant. Que faites-vous ? Nous sommes avec Joël Ménard et nous parlons du livre de Bob Pratt, OVNI Danger, appel à la vigilance, aux éditions Trajectoire. Joël, tu as retrouvé ta liste ? Non, la pause musicale a été c'est très pas brève. grave, c'est pas grave. Et je suis vraiment désolé. Bon, moi j'ai donné à peu près tous les symptômes qu'il y a. Alors, il y a quand même le cas de cet homme qui a retrouvé la vue et qui a retrouvé son ouïe, c'est-à-dire qui avait une cécité et qui n'a qu'une envie, c'est de repartir là-bas pour qu'on le guérisse. Dans le livre de Bob Pratt, mais en général, ça se passe quand même pas très très bien. Hein. Ben, il y a des cas où ça se passe très très mal. Hein. Alors, j'ai disposé malheureusement de peu de temps pour me préparer. Je vous prie de m'en excuser. Mais parmi les 11 cas, j'ai oublié de dire, il s'agit de cas français. Hein. Parmi les 11 cas français là, que j'ai notés, il y en a un qui est dramatique. Et dramatique parce que la personne qui a vécu cette aventure est devenue invalide à 80%. J'ai dans mes affaires, si j'ai pas perdu ça dans un déménagement, j'ai la photocopie de sa carte d'invalidité que j'ai faite en 2000. Et cette dame est invalide à 80% après une rencontre avec un ovni. Ça, c'est quand même un cas terrible. Alors, il y a 2 autres cas très graves dans lesquels une femme enceinte a perdu son bébé. Ça, il le dit aussi, Bob Pratt, hein, oui. Des avortements, enfin des accouchements. Il y a eu un cas comme ça en France pendant l'automne 54. Je crois que c'est le
30 octobre ou le 1er novembre, mais je ne suis pas certain, il faudrait une vérification. Et il y a eu un autre cas qui s'est produit le 5 février 76 dans les Bouches-du-Rhône, dans un petit village qui s'appelle Barbantane. Voilà, c'est les 3 cas les plus graves que j'ai relevés. Alors, à quoi ça ressemble, ces ovnis? C'est assez bien décrit dans le livre que ça ressemblerait à un tarafa, c'est-à-dire une épuisette, une marmite, un filet de pêche. À quoi ça ressemble, qu'on puisse un peu... En fait, il y a une diversité considérable dans les formes. Si on considère un grand nombre de cas d'ovnis, tout ça présente une unité. Il y a des points communs qu'on retrouve pratiquement dans tous les cas, mais les gens, bien souvent, s'intéressent surtout à la description visuelle de la chose. Et alors là, il y a un petit peu de tout. Par exemple, si je reviens à ma petite liste que j'ai griffonnée tout à l'heure, premier cas que j'ai noté d'atteinte physique à la personne, ça s'est passé le 30 août 1944 à Saint-Jean, dans le 31. Comment ça s'appelle, le 31? La Haute-Garonne. Alors là, l'objet, je me souviendrai toujours, la victime, c'était une jeune fille de 16 ans à l'époque. Moi, j'ai eu un contact téléphonique et épistolaire avec elle dans les années 90, vers 1990. Et elle m'a décrit la chose comme le chapeau d'un champignon. Non, je crois qu'elle m'a dit le chapeau d'un cep. Ah oui, c'est gros, ouais. Et elle a fait un croquis, elle m'a envoyé un petit croquis qui en fait ressemble pas tellement au chapeau d'un cep, parce que ça ressemble plutôt à une cloche aplatie. Je connais bien les ceps, c'est pas tout à fait cette forme-là. Ensuite, deuxième cas de ma liste. Alors, les dimensions de l'objet, c'était la taille d'une petite voiture. Le 12 octobre 54, à Vernosque-les-Annonais. Là encore, la victime est une femme qui se rend à son travail le matin assez tôt, en empruntant un chemin à flanc de colline. Alors là, l'objet, c'est une boule, une sphère, partiellement transparente, à l'intérieur de laquelle elle voit 2 personnages. Le cas de Gavre est un petit peu différent. Là, il n'y a pas de description de l'objet. Il y a des petits personnages, mais il n'y a pas d'objet. Ensuite, il y a un cas dont je n'ai pas la date précise, mais qui s'est produit à Grasse dans les années 60, mais sans plus de précision, plutôt au début des années 60. Alors là, c'est quelque chose qui a vague, pour autant que je sache, j'ai jamais rencontré le témoin, la forme d'une soucoupe, mais qui est vue de façon très fugitive et qui est entourée de flammes. Ensuite, brasé en Morvan, l'objet est observé de loin. C'est, disons, un cigare court posé dans un champ. Le cas de Barbantane, c'est la dame dont je vous parlais tout à l'heure qui a perdu son bébé à la suite, c'est-à-dire quelques jours après cette rencontre du 5 février 76. Alors là, ce qu'elle a vu de très près, ainsi que son mari, c'est une nuit, par leur fenêtre ouverte, une soucoupe avec une coupole transparente et les silhouettes de 2 personnages à travers la coupole. Et tout ça était à 1 mètre, 2 mètres du bord de la fenêtre. Le cas de Beauval.
Beauval, c'est un quartier de Meaux. Hein. C'est le cas le plus dramatique là, dont je vous ai parlé. C'est le cas de la dame qui est restée handicapée à 80%. Alors, elle a vu... oui, je crois qu'elle emploie le mot soucoupe dans son récit. C'était un objet d'aspect métallique, mais qui lui a paru peint en verre. Il y a toujours des détails stupides dans l'histoire de vie. Oui, c'est ça qui fait... Pas toujours, mais il y a souvent des détails qui donnent l'impression d'être là pour... peut-être pour discréditer le témoin. Oui, comme ce type qui revient, il lui manque des dents, il est chauve, le jeune là, à qui on a arraché des dents et qui est complètement chauve. Ça, c'est des détails un peu croustillants, quoi. Donc, cette femme, finis ton histoire, excuse-moi. Quelle histoire exactement? Là, on était sur ce qui se passe en France. Oui, alors la à dame... côté de Meaux, je crois. Oui, la dame de Meaux. Alors, bon, voilà. Dans la nuit du 28 au 29 août 77, cette dame a vu un ovni de très près. Elle était chez elle. Elle habitait dans une tour d'un quartier de Meaux qui s'appelle Beauval. Et je voudrais pas habiter. Quoi qu'à l'époque, c'était probablement habitable. J'y suis allé, ça l'est nettement moins. Bon, elle était donc dans cette tour et elle était au premier étage, mais c'était un premier étage surélevé. Elle avait la fenêtre ouverte, oui, je crois. Oui, ce serait pas étonnant vu que c'était fin août. Et en pleine nuit, elle a été réveillée par des lumières. Alors, elle a regardé par la fenêtre et elle a vu, mais de dessus, cette soucoupe qui lui donnait l'impression d'être métallique mais peinte en verre. Elle voyait cette chose un petit peu de dessus, à côté d'un petit arbre qui venait d'être planté sur une pelouse. Alors, elle s'est demandé ce que c'était. Elle a regardé ça longtemps. Je crois qu'elle a regardé pendant 1 heure environ. Et puis, au bout d'1 heure, alors elle n'a alerté personne parce que ses relations avec son mari étaient pas bonnes. Et son mari dormait dans la chambre voisine. Donc elle ne l'a pas appelé. Elle a fait l'observation prolongée toute seule. Et puis l'objet est parti. Au bout d'un moment, ça se passait en pleine nuit. Hein. J'espère que je n'ai pas oublié de vous le dire. Et cette dame à l'époque était infirmière en pédiatrie. Et elle devait prendre son service le matin, je ne sais plus à quelle heure, mais assez tôt, vers 6h, 7h. Bon, à la suite de cette observation, il fallait qu'elle dorme. Elle n'a pas très bien dormi, elle avait mal à la tête, elle a même très mal dormi. Et quand il a fallu qu'elle aille à son travail, j'ai en mémoire le nom du patron du service dans lequel elle travaille. C'était le docteur Tupin, pour qui elle a beaucoup d'estime. Il a fallu qu'elle aille au boulot. Donc elle a fait un effort énorme parce qu'elle avait très mal à la tête. Et quand elle est arrivée dans son service, elle n'était pas en forme du tout. Le patron s'en est rendu compte. Il lui a dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et comme elle avait de bonnes relations avec lui, elle lui a carrément dit ce qu'elle avait vu. Et là, le médecin a eu une réaction formidable. Il lui a dit « Écoutez, vous n'êtes pas en état de travailler aujourd'hui. Rentrez vous reposer. » Et puis, elle a raconté ça aux gendarmes.
Mérignac, la situation a pris une très vilaine tournure. Elle souffrait constamment de maux de tête depuis 14 mois, ou 13 mois, mais c'est long d'avoir mal à la tête pendant 13 mois. Et c'était des maux de tête qu'elle ne parvenait pas à soulager avec des calmants ordinaires. Et ce 8 octobre 78, elle a fait un... alors attendez, quel est le terme ? Un AVC ? Ouais, c'est ça, elle a fait un AVC. Mais non, le terme qui figure dans ces papiers médicaux, c'est pas AVC, c'est quelque chose comme, je vais peut-être dire une bêtise, thrombose cérébrale. C'est possible ça ? Oui, mais oui. Ouais, je crois que c'est thrombose cérébrale, mais c'est ce qu'on appelle maintenant un AVC. Elle est restée pendant 1 mois dans le coma. Elle en est sortie, mais très handicapée. Elle a récupéré l'usage partiel c'est-à-dire l'usage difficile et douloureux de sa jambe gauche et de son bras gauche. Moi, j'ai été au courant non pas des misères de cette dame, elle s'appelle Ghislaine. J'ai pas été tout de suite au courant de l'histoire. J'ai simplement été au courant d'un article du Parisien libéré qui disait que une dame habitant Beauval avait fait une observation d'un ovni de très près la nuit. Et pendant très longtemps. Je sais pas si l'article précise ça. Oui, non, mais il semblerait, parce que là, il nous reste déjà très peu de temps. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur des ovnis ? C'est ce que tu mets dans ta préface, Joël Ménard. Est-ce qu'on doit avoir peur ? Est-ce qu'on doit s'y préparer déjà ? Tu dis dans ta préface que si on ne sait pas de quoi on parle... Si tu me demandes s'il faut s'y préparer, là, moi je dis oui à tous les coups. Avoir peur, oui quand même. Compte tenu de ce que raconte le livre de Bob Pratt, ou de choses comme l'histoire de Beauval. Ça se termine pas toujours aussi mal. Là, on mais a non, pris c'est vraiment... très rare. Ces cas graves, c'est une toute petite proportion du nombre d'observations qu'on connaît. Dans l'immense majorité des cas, la vision, même rapprochée d'un ovni, ça reste sans conséquences graves pour la personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Parce que si on voit comme ça quelque chose qui est très lumineux, en général, c'est très lumineux quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a une certaine curiosité. Est-ce qu'il faut qu'on reste là à regarder bêtement ? En dehors du fait que quelquefois on est paralysé, mais tu le dis dans ton livre, il faut éviter de le regarder, cette lumière, trop longtemps quand même. Très franchement, moi je ne sais pas répondre. Étant donné qu'il y a des cas qui se terminent très très mal, y compris des cas avec mort de la personne. Oui. On trouve ça dans le livre de Bob Pratt. Évidemment, il faut être prudent. Mais si on reste systématiquement trop à l'écart de la chose, c'est pas comme ça qu'on va se documenter. Et d'autre part, la très grande majorité des cas sont sans conséquences graves. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'en sais rien. Dans toutes les sources qui parlent de cet aspect du problème, on trouve des histoires qui donnent l'impression que c'est la lumière émise par ces objets, bien souvent, qui fait mal aux personnes. La lumière ou cette espèce d'huile qu'ils envoient sur les gens, enfin, on va pas s'attarder dessus, mais il semblerait qu'il y a une sorte de liquide aussi, ou des grappins qu'on nous envoie. Ah oui, il y a un cas dans le bouquin de Bob Pratt, où le gars est attrapé par des grappins. Oui. Si je me souviens bien, il y a un trou, il y a une ouverture dans la base de la soucoupe. Par cette ouverture, il voit plusieurs personnages, des petits nains pas sympas, qui lui lancent
un grappin au bout d'une corde. Qui l'attrape comme un animal. Voilà. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'avec des témoignages comme ça, il est difficile de faire prendre le phénomène ovni au sérieux. Les gens sérieux, respectables et bien à l'aise dans leurs chaussures, qui lisent une histoire de gars qui s'est fait amocher par une soucoupe qui l'a attrapé avec un grappin au bout d'une corde, ça risque de pas être pris très au sérieux. Et ça, c'est le piège. Parce que dans je veux pas dire la totalité, mais enfin, dans une énorme proportion de rencontres rapprochées, il y a au moins un, et souvent plusieurs, détails complètement saugrenus, complètement loufoques, grotesques, loufoques. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'immense majorité de nos concitoyens ont toujours pas compris que le phénomène ovni c'est sérieux, que c'est pas de la blague et qu'il y aurait peut-être intérêt à se documenter. Il y a une phrase d'Aimé Michel que j'aime par-dessus tout. Il a dit ou il a écrit: les ovnis, c'est une vérité déguisée en mensonge. Effectivement, quand on fréquente les témoins, quand on recherche les témoignages, et puis quand on regarde ce que ça raconte, on acquiert, à mon avis, facilement et rapidement, la conviction que tout ça est sérieux, pour ne pas dire grave, et qu'il est normal de s'en occuper. Mais, le phénomène prend, quand il n'est pas vu de très loin. S'il est vu de loin, c'est différent. Mais quand il est vu de près, il prend des apparences stupides, grotesques, dérisoires, qui font passer le témoignage pour une blague. Alors, pour ceux qui verraient un objet volant non identifié, dans le livre, on apprend que les gens essayent de se cacher, ils vont se cacher sous des arbres, ils vont se cacher sous des ânes. Il y a un très beau passage où les hommes se cachent sous un âne et après ils ressortent tout collants. On pense que c'est l'ânesse qui leur a pissé dessus, mais c'est pas du tout ça. Ils vont se cacher. Il semblerait que ça ne serve à rien puisque dans le petit village là où les ovnis sont restés un an, il paraît-il que même ils arrivent à venir vous chercher chez vous, donc ça fait peur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se cache quand même, on regarde pas ça trop longtemps. C'est bien d'être au courant quand même de ce qu'il faut pas faire. Ouais, j'ai l'impression que la question que tu poses, là, c'est une question grave et importante. Et si on lit le livre, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Ne serait-ce que de les regarder trop longtemps, ça pose des problèmes de vue. Pas tout le temps. Il y a cette grande diversité dans les descriptions, dans le comportement de la chose, qui fait que c'est pas systématique. Les cas où ça fait mal, encore une fois, ils sont peu nombreux. Quand j'ai un petit peu travaillé là-dessus, après avoir lu le livre de Bob Pratt, c'était il y a pas loin de 20 ans maintenant, je me suis vraiment penché sur la question pendant un moment. J'ai répertorié 188 cas à travers le monde. Y compris en Afrique et y compris... en Afrique, il y en a très peu. Il y en a... j'ai plus le tableau que j'avais fait sous les yeux, là. La moitié des cas, à peu près, entre la moitié et le tiers, une petite moitié ou un gros tiers, je les avais trouvés dans le livre de Bob Pratt, c'est-à-dire que ce sont des cas brésiliens. Et puis, il y a des cas dans divers pays. En Afrique, très peu. Très peu. Alors, il y a aussi un tout dernier chapitre, là, qu'on n'aura pas du tout le temps d'en parler. Ça s'est passé en 96 et ils ont, toujours au Brésil, ils ont trouvé 2 extraterrestres.
capture de 2 extraterrestres vivants, mais là il est 52, donc on n'aura pas le temps d'en parler. C'est l'histoire de Virginia. Voilà, ça sera à découvrir, ou alors on fera une autre émission. Ce qui m'a vraiment étonné dans ce livre, c'est qu'il y a eu des morts et il y a eu jamais d'autopsie de fait, alors qu'il y a des blessures, il y a des brûlures, il y a des piqûres. Il n'y a pas eu d'autopsie de fait, c'est-à-dire à de très rares moments, l'armée s'est occupée de l'histoire alors qu'il y en avait partout. Ce qui me paraît capital, c'est que l'information ne circule pas. Elle circule pas ou elle est interdite. Oui, elle est étouffée, disons. Elle est atténuée, étouffée, laissée de côté. Là, on parle de ce sujet depuis tout à l'heure. Tout ça est à la disposition de qui veut se renseigner depuis le livre Confrontation qui date de la première moitié des années 80 et on est en 2016. Ensuite, il y a eu le livre de Bob Pratt. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu dans Lumière dans la nuit. Il y a eu une époque où j'ai vraiment traité le sujet des dommages physiques aux personnes. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Quand j'ai publié l'histoire de la dame de Meaux, Ghislaine, je me souviens que je pensais que je serais contacté par je ne sais quelle autorité, par service de ceci ou de cela qui essaierait d'avoir des précisions. Ben non, pas du tout. Les ufologues, enfin ça dépend desquels, mais les ufologues sérieux, il y en a encore quelques-uns, publient des histoires formidables qu'ils trouvent dans leurs recherches. Et puis, ça n'intéresse à peu près personne. Oui, mais bon, ce que dit Bob Pratt dans son introduction, à la fin de son introduction, il dit qu'il n'y a encore aucun moyen de savoir si les ovnis auront une signification à long terme pour les habitants de la Terre, mais le temps que l'on comprenne de quoi il en retourne, il sera peut-être trop tard. Donc, ça fait quand même un peu peur. Oui, non, faut pas. Non, mais je dis ça en rigolant. Il y a des périls infiniment plus proches de nous, plus menaçants, plus graves. Personnellement, je suis un trouillard professionnel, mais je suis un trouillard convaincu. Enfin, c'est pas les ovnis qui me font le plus peur. Hein. C'est comme à se demander ce qu'ils sont venus faire au Brésil pour prendre des gens comme ça, leur prendre des morceaux de trucs. Ce qu'on peut faire, hein, alors je sais pas s'il faut mettre ses mains devant sa figure, partir en courant, boire de l'eau, je sais pas ce qu'il faut. En cas d'observation, j'ai pas la réponse, hélas. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut faire, ce que je crois qu'il faut faire, c'est se documenter. Et puis, si on a le temps et l'envie, étudier la question, rechercher les témoignages, les faire connaître. Mais c'est très délicat, parce que le milieu de l'ufologie est pas... Oui, il y a de tout, hein. Il y a à boire et à manger, on est d'accord. Oui, il y a surtout beaucoup plus de l'un que de l'autre. Hein. Moi, je sais que j'ai souvent dit à des gens, pour réussir dans la vie en ufologie, faut faire de la mauvaise ufologie. Parce que moi, personnellement, le seul aspect de la question qui m'intéresse, c'est les faits bruts. Les hypothèses, les divagations, tout ça, je sais pas, ça m'endort. La seule chose que je trouve assez intéressante, c'est la recherche des faits, savoir ce qui s'est vraiment passé, où, quand, qui, comment, voilà, je crois que c'est des questions qu'on peut se poser. Et ça a été tout le travail de Bob Pratt dans ces années-là. C'est pour ça que j'aime le livre de Bob Pratt. Je te remercie, Joël Ménard. Est-ce que tu as un livre Est-ce que tu as continué quand même à rester un peu dans l'UFO? Il n'y a pas quelque chose que tu fais maintenant? Je peux pas dire non, puisque je suis en train de terminer un livre. C'est super. Et quand je dis terminé... il est presque fini. Il devrait être fini demain. Bon, écoute, demain midi. Ouais, super. Je serais contente de te retrouver, Joël Ménard. Ça fait 11 mois que je travaille dessus. Ouais.
Bon, ben on te retrouvera pour ce livre-là. Je rappelle le titre du livre de Bob Pratt, P-R-A-T, OVNI, danger, appel à la vigilance, rencontre au pluriel mortelle au Brésil et ailleurs. Il n'en parle qu'au Brésil. C'est Joël qui en parle dans sa préface, un peu de ce qui se passe ailleurs. C'est aux éditions Trajectoire. Je te remercie vraiment, Joël Ménard. J'ai encore eu quelques petites secondes. Oui. Oui. Tu as parlé tout à l'heure du cas de Varginha. Oui, qui est à la fin du livre. Ah oui, c'est l'histoire de la capture, apparemment bien réelle, de deux extraterrestres. Par les autorités. Il y a un livre là-dessus qui est aux éditions du Mercure dauphinois. Oui. C'est le livre du docteur Lair. Ok, c'est noté. Docteur Lair, comment t'écris Lair? L-E-I-R. C'est un Américain. C'était un Américain, puisque malheureusement il nous a quittés, qui s'appelait Roger K. Lair. L-E-I-R. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. À très bientôt pour ton prochain livre. Merci. Bonne soirée, Joël. Au revoir. Entre les larmes et les sanglots, je viendrai vers toi sans rien dire et flotterai comme un drapeau. Et dans un